La Chambre haute du Parlement a adopté 2 projets de loi. Le premier vise à ratifier les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts, tandis que le second porte sur la ratification de la Convention relative à l'enseignement technique et professionnel. Ces 2 textes permettront de structurer les secteurs culturels et artistiques, ainsi que d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché de l'emploi. Au cours d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Communication, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, est revenu sur la nécessité d'utiliser les secteurs agricoles comme une alternative probante pour la diversification de l'économie nationale, ce à la suite de limites du secteur minier. Dans son enquête publiée le mardi 27 mai, Amnesty International dénonce les assassinats, les tortures, les détentions arbitraires de civils ainsi que l'imposition démesurée des frais de rançon conditionnant leur libération allant jusqu'à près de 2300 $ américains. Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue. Lors de la séance plénière du mardi 27 mai à la Chambre haute du Parlement, sous la présidence de Jean-Michel Samalou Kandé, le Sénat a adopté 2 projets de loi. Le premier vise à ratifier les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts, tandis que le second porte sur la ratification de la Convention relative à l'enseignement technique et professionnel. Ces 2 textes permettront de structurer le secteur culturel et artistique ainsi que d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché de l'emploi. Osé Kabamba et Sidi Chamala étaient sur le lieu. 4. Projet de loi portant ratification. En raison de l'absence du ministre des Finances, seul l'examen des 2 points, parmi les 7 initialement prévus, a été réalisé. Le ministre de la Formation professionnelle, Marc Kila, et la ministre de la Culture et des Arts, Yolande Elébé, ont respectivement présenté les grandes lignes du projet de loi relatif à la culture et aux arts. La ministre de la Culture a souligné que ces projets visent à doter le pays d'un cadre adapté, comblant ainsi le vide qui régnait dans les secteurs. Ce texte permet à la République démocratique du Congo de réviser sa conception de l'apport de la culture dans son développement et dote le pays d'un cadre juridique adapté à son identité culturelle, à ses besoins en matière de développement durable, économique, technologique et social. De son côté, le ministre de la Formation professionnelle a précisé que le projet de loi lié à son secteur permettra de mieux synchroniser la formation professionnelle avec les attentes du marché de l'emploi. Conçu comme un instrument juridique international destiné à renforcer entre les États la coopération internationale et le développement de l'enseignement technique et professionnel, cette convention contribue notamment à l'entente amicale entre les États, l'échange d'informations et d'expériences dans les domaines techniques et professionnels. Sa ratification en tant que norme et instrument juridique permet et facilite l'ouverture de la République démocratique du Congo au reste du monde dans ce secteur. Elle posera les bases des préparations des réponses à l'adéquation formation-emploi, à l'élaboration d'un outil de la politique de la formation professionnelle. Suite à la motion d'ordre soulevée par les sénateurs José Panda, l'Assemblée plénière a adopté son débat par appel nominal, le 2 lois des ratifications, enregistrant 74 voix pour, aucune contre et 2 abstentions. Un an après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, intervenu en mai 2024, son rapporteur Jacques Ndjoli, qui a accordé une interview à Ecofin Télévision le mardi 27 mai dernier, a insisté sur le fait que l'action de la Chambre basse doit être le reflet des attentes de la population par le biais notamment du renforcement de mécanismes de la reddition de comptes et de l'insistance de la mise en place d'un budget qui prend en compte le besoin le plus pressant de la population dans les infrastructures et les sociales, entre autres. On l'écoute dans ses propos recueillis par Fulgence Milay et Ruben Manata. Notre souci au niveau du Parlement, parce que notre première mission, c'est d'être le représentant du peuple. Donc il faudra que l'action qui est menée au Parlement soit l'excès ou le reflet, je vous ai dit le reflet des attentes de la population. L'harmonie de l'action parlementaire avec le besoin de la population qui peut renforcer la légitimité des institutions et leur consistance.
nous devons renforcer ce mécanisme de reddition des comptes. Nous devons renforcer le mécanisme d'évaluation. Et sur ce point-là, le gouvernement va venir avec un budget rectificatif. Nous allons essayer de voir comment le gouvernement prend en charge ces besoins de la population, notamment en termes d'allocation des ressources, notamment en termes d'impact social de cette allocation des ressources, mais aussi en termes de réformes structurelles qui peuvent transformer notre espace. Et que ces 17 milliards ont un impact sur la vie du Congolais. Impact en termes d'infrastructures, en termes des routes, mais aussi impact en termes social, c'est-à-dire la qualité de l'éducation, la qualité de la santé, le pouvoir d'achat. Il faut trouver l'indice de bonheur de la population. Les constructions anarchiques à la baie de Ngaliema et à la cité du fleuve seront démolies. C'est la conclusion de la visite d'inspection d'une mission gouvernementale menée par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, la ministre d'État en charge des affaires foncières Akasia Bandoubola et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou le mardi 27 mai à la baie de Ngaliema et à la cité du fleuve à Kinshasa. Reportage de Tonu Antoine Dibendila rendu par Divine Mouenté. Cette visite a commencé à l'usine de captage et traitement d'eau de la régie de distribution d'eau à la baie de Ngaliema où le constat est très amer. Un mur de soutènement en béton armé est construit par un officier général des forces armées de la RDC sur le lit du fleuve Congo, empêchant ainsi l'entreprise publique de bien capter les eaux du fleuve pour son traitement. Ce mur de soutènement en béton armé empêche également l'évacuation des eaux de pluie des usines situées dans les environs et les ménages vers la rivière Gombe. Toujours à la baie de Ngaliema, les membres du gouvernement souminois ont également évalué la délimitation du lit du fleuve Congo avant l'opération de démolition par l'hôtel de ville de Kinshasa. Conformément aux instructions que nous avons reçues en Conseil des ministres, instructions du président de la République, nous avions travaillé en commission interministérielle. Nous avions reçu un rapport de cette commission à laquelle participe la ville de Kinshasa sur l'identification des zones de construction anarchique, des zones non édificantes, là où malheureusement on a des constructions d'habitation. Et il fallait absolument que nous puissions nous-mêmes descendre pour réaliser exactement le travail fait. La délimitation des zones à détruire. C'est principalement ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres. Après le tape de la baie de Ngaliema, la ministre d'État aux Affaires foncières Akasia Bandoubola et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou sont descendus à la cité du fleuve dans la commune de Limete. Sur place, ils ont enregistré la construction des maisons d'habitation sans autorisation de bâtir. Faut-il noter qu'un rapport détaillé est attendu pour décision finale lors du prochain Conseil de ministres. Dans le reste de l'actualité commerce extérieur, l'évier de la croissance économique en République démocratique du Congo, c'est sous ces thèmes qu'a été placée la conférence de presse tenue dans la soirée du 27 mai 2025 à Kinshasa, organisée par le ministère de la Communication. Le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, principal intervenant aux côtés de son collègue Patrick Mouyaya, est revenu sur la nécessité d'utiliser le secteur agricole comme une alternative probante pour la diversification de l'économie nationale. Ce, à la suite de limites du secteur minier. Sur ce, le gouvernement a identifié les produits agricoles porteurs de croissance comme le cacao. Michel Kachama et Joe Manana nous en disent plus. Malgré des revenus colossaux générés chaque mois en termes de production, le secteur minier de la République démocratique du Congo continue d'accuser des limites, surtout en ce qui concerne le besoin du développement du pays. C'est sur quoi est revenu le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, au cours de cette conférence de presse. D'où l'urgence d'activer l'option du secteur agricole
comme une alternative probante de la diversification de l'économie nationale. Un secteur capable de générer jusqu'à 120 millions d'emplois. Le secteur minier n'a pas été porteur de croissance, eh bien il nous a demandé de diversifier l'économie, notamment en allant vers le secteur agricole. Et c'est l'essence de toutes les politiques que nous avons pilotées au niveau du ministère du Commerce, notamment la stratégie nationale de promotion des exportations, qui passe par l'identification des produits qui sont porteurs désormais de croissance pour la RDC. Eh bien, si tous nous investissons dans la production agricole, non seulement que ça va satisfaire la production les besoins alimentaires, mais également ça va satisfaire aux besoins d'emploi. Ça veut dire que le secteur agricole lui-même peut avoir besoin de 120 millions d'emplois et donc nous allons commencer à importer même la main-d'œuvre. Outre l'identification des produits agricoles, les gouvernements s'élancent également dans la sélection du marché à l'échelle régionale et internationale, à l'instar du marché de la zone de libre-échange africaine, avec ses 1,3 milliard de consommateurs. Le premier marché qui a été identifié, c'est celui des États-Unis à travers l'AGOA. Le deuxième marché, c'est le marché européen, à travers les accords de partenariat économique. Le troisième marché, c'est le marché chinois, avec ses 1,4 milliard de consommateurs. L'autre marché, c'est le marché indien. Aujourd'hui, l'Inde a dépassé déjà en termes de population la Chine. Donc, ils sont presque à 1,4, 1,5 milliards. Le marché suivant, c'est le marché africain lui-même, qu'on appelle la zone de libre-échange continentale africaine. Chose qui ne sera possible que grâce à la suppression de barrières douanières, a martelé le patron du secteur du commerce extérieur, Julien Paloukou. Restons toujours dans ce même chapitre. 200 heures, c'est le nombre de temps que prend l'exportation d'un conteneur de la République démocratique du Congo vers l'extérieur à cause d'une mauvaise politique commerciale. Pourtant, la moyenne dans la région est des 50 heures. C'est la raison qui explique d'ailleurs la délocalisation de plusieurs opérateurs économiques de la RDC vers d'autres pays. Cette révélation a été faite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paloukou, au cours de cette même conférence de presse, s'exprimant sur les principaux défis à relever dans son secteur, d'où la nécessité de mettre en place une bonne politique du climat des affaires, mais également de faire une meilleure promotion des exportations. Écoutez. Le deuxième pilier de la politique commerciale, c'est en fait l'amélioration du climat des affaires. Parce qu'en fait, lorsque vous voyez dans d'autres pays, même les exportations, on a fait une étude pour montrer que exporter un conteneur de la RDC vers l'extérieur vous prend 200 heures. 200 heures. Tandis que la moyenne dans la région est de 50 heures pour exporter un conteneur. Vous voyez déjà que si un opérateur économique pense qu'il va dépenser 200 heures pour exporter ce conteneur et qu'ailleurs il lui faut seulement 50 heures, il va choisir d'aller s'installer dans ces pays-là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup d'opérateurs économiques se délocaliser de la RDC pour aller habiter les pays voisins parce qu'ils estiment que là, le climat des affaires est bon. Donc, c'est un pilier important de notre politique commerciale. Le troisième pilier, en fait, c'est la promotion des exportations pour ne pas subir seulement le coût des importations. Parce que depuis 2019, on a fait les statistiques de nos importations. On était à 7 milliards d'importations chaque année. Aujourd'hui, on est près de 20 milliards d'importations. Alors, pour ceux qui ont le langage économique, quand les importations sont supérieures aux exportations, eh bien, votre balance commerciale est en déséquilibre. Et donc, ça a un impact sur même votre économie. Et donc, parmi les éléments qui font notre politique commerciale, c'est d'accroître les exportations. Parce que qui dit exportation, dit rentrée de devises. Et donc, lorsque nous allons accroître les volumes de nos exportations, ça va permettre au pays de gagner suffisamment en devises. Et puis autre chose dans ces journaux, un projet de plus de 200 millions de dollars américains visant à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa face aux catastrophes et à appuyer les efforts de l'autorité urbaine dans la politique de gestion de déchets a été approuvé par la Banque mondiale. C'est la directrice du secteur urbain de résilience et du foncier à la Banque mondiale, Catalina Marulanda, qui l'a annoncé à l'issue d'une séance de travail avec le gouverneur Daniel Bumba le lundi 26 mai 2025 en présence des membres de l'exécutif provincial ainsi que des experts du secteur de l'assainissement et de la lutte contre les inondations. Regardez. À travers un projet de plus de 200 millions de dollars américains pour améliorer la gestion de déchets
et renforcer la résilience de la capitale congolaise face aux inondations et aux défis environnementaux. Ces soutiens financiers à l'action du gouvernement provincial de Kinshasa a été au cœur d'une séance de travail tenue entre l'exécutif provincial et une délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, responsable en charge de l'urbanisme, de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et Australie. Cette dernière a précisé que ces projets validés par la Banque mondiale visent à améliorer significativement la résilience de la ville de Kinshasa face aux effets du changement climatique à travers les interventions de prévention, la construction des infrastructures adaptées et la modernisation du système d'assainissement. Une rencontre très importante. On a parlé de 2 secteurs dont la Banque mondiale peut aider à appuyer les efforts de l'excellence du gouverneur et de la ville de Kinshasa, le secteur des inondations. La Banque vient d'approuver un nouveau projet de 200 millions de dollars pour aider à améliorer la résilience de la ville de Kinshasa à travers des interventions de prévention et des infrastructures pour faire la ville la plus résiliente. Alors on a parlé un petit peu de ça, et ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va commencer la mise en œuvre du projet. Et on a commencé à parler des efforts qu'on fera ensemble pour améliorer la gestion des déchets. La gestion des déchets à Kinshasa, c'est un thème d'urgence, c'est quelque chose, un secteur dont on doit entamer et on doit travailler urgemment. Et on a commencé aujourd'hui à écouter la stratégie de la ville, du gouverneur, à comprendre la vision qu'il a. Et c'est un thème, une problématique qu'il considère prioritaire. Et on est vraiment très content et très enthousiasmé qu'on va pouvoir travailler avec l'hôtel de ville sur cette nouvelle problématique. Ces soutiens de la Banque mondiale arrivent à point nommé pour faire face aux défis environnementaux majeurs de la ville de Kinshasa, confrontant à des inondations et une mauvaise gestion de déchets. Ouverture le 27 mai par le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou de la séance de cadrage marquant les débuts effectifs de travaux techniques d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics. Les experts issus des différents services mobilisés ont désormais la lourde mission de traduire de manière concrète et réaliste la vision du chef de l'État, celle de doter le pays d'une politique salariale plus juste et plus équitable. Betty Tonfomo nous en parle. Cette étape cruciale fait suite au lancement officiel de la réforme par le président de la République le 24 avril dernier et à la phase de diagnostic menée par l'équipe d'experts réquisitionnée à cet effet. Ainsi, l'élaboration et l'adoption des instruments formatifs des références pour encadrer l'application de la nouvelle politique salariale sont de directives données par le ministre de la fonction publique en marge de ses travaux techniques sur l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État. Pour les gouvernements, l'idéal est d'aboutir au principe de travail égal, salaire égal. La justice salariale ne sera pas un pas vers l'aventurisme budgétaire. Bien au contraire, en motivant mieux nos fonctionnaires, en rendant l'administration plus efficace, cette réforme renforcera à terme la croissance économique et les recettes fiscales. Le cap est clair, le diagnostic est établi. Il vous revient à vous désormais de traduire tout cela en une politique salariale concrète, techniquement solide, réaliste et applicable. Avec le début de ces travaux techniques, le gouvernement démontre sa détermination de matérialiser la vision du chef de l'État qui vise à instaurer un système de rémunération basé sur une grille barémique applicable de manière uniforme. Il nous faudra donc opérer un rééquilibrage budgétaire, combinant rigueur, dialogue social et réformes structurelles. Cela implique notamment une gestion stricte des recrutements, en gérant tous les recrutements avant la finalisation de cette politique salariale. Ces travaux devront donc instaurer le base pour refonder en profondeur le système actuel de rémunération, d'où les soutiens du ministère du Budget. Le ministère du Budget est disposé pour accompagner cette réforme afin que les fonctionnaires congolais puissent avoir une rémunération équitable par rapport à son travail. Gouverner, c'est préparer l'avenir, dit-on.
Avec l'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État, le gouvernement démontre sa volonté de garantir à chaque agent une rémunération à juste valeur. Prenons autre chose dans ces journaux. En séjour à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les ministres des hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a procédé le lundi 26 mai dernier à l'inauguration du nouveau site de marquage moléculaire des produits pétroliers. En compagnie du ministre provincial Lucien Loumanou, le patron des hydrocarbures en République démocratique du Congo a par la suite lancé les contrôles répressifs du programme de marquage moléculaire des produits pétroliers. Le contour complet avec Jonathan Makila, avec le rendu de Tony Antoine Dibendila. Le ministre congolais des hydrocarbures a procédé à l'inauguration officielle du nouveau site de marquage moléculaire des produits pétroliers de Lubumbashi en effectuant personnellement, à cette occasion, les tests de marquage de produits dans les stations-service Angelo Petroleum et Moulikap. Accompagné du ministre provincial Lucien Loumanou, le ministre des hydrocarbures a juste après procédé au lancement officiel du contrôle répressif du programme des marquages moléculaires des produits pétroliers dans la zone sud, au Katanga. Par la même occasion, le patron des hydrocarbures a annoncé sa détermination à mettre fin aux pratiques frauduleuses en insistant sur le strict respect de cette procédure qui, en cas d'écart, engendrerait des fortes sanctions qui irait jusqu'au retrait définitif du titre. Pour la petite histoire, en août 2024, le ministre des hydrocarbures avait déjà lancé le programme de marquage moléculaire des produits pétroliers aux entrepôts de la Société des entreprises pétrolières du Congo, CEP Congo, à Lubumbashi. Il avait alors expliqué les rôles majeurs de cet outil qui permet au gouvernement congolais de lutter contre les commerces illicites. Selon ces derniers, les programmes de marquage moléculaire des produits pétroliers est un outil par excellence dont dispose le gouvernement congolais via les ministères des tutelles pour lutter efficacement contre les commerces illicites organisés par des cartels quasi institués. C'est tout un marathon d'activités de mobilisation de toutes les couches de la population lualabaise auquel la gouverneure de province Fifi Masuka Saini s'est livrée mardi 27 mai 2025 en prévision de l'accueil du président de la République. Au gouvernorat, elle a rassemblé les représentants de femmes musulmanes et autres confessions, des personnes vivant avec handicap, le responsable des formations politiques de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que des associations socioculturelles, les conseillers municipaux et les membres de la communication du gouvernorat étaient également reçus. Les femmes leaders de l'église musulmane étaient reçues par la gouverneure du Lualaba, assistée du vice-gouverneur Tinat Karl Moufundi Clément, mardi 28 mai 2025, dans la salle des conférences du gouvernorat pour les préparatifs de l'accueil du président de la République. La joie était visible sur tous les visages de cette communauté qui s'impatiente pour remettre l'ascenseur à l'homme qui inspire au quotidien le changement remarquable de l'image de la province cobaltifère par l'entremise du gouvernement Masuka. Les représentants des associations socioculturelles et ceux des artistes de la province sont aussi associés à cette action de mobilisation générale pour un accueil historique à l'autorité suprême du Congo-Kinshasa. Ils se disent prêts à mobiliser les fils et filles du Lualaba le jour où Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo foulera encore le sol du Lualaba. Et ce sera un événement incomparable. Les personnes vivant avec handicap se sont senties considérées en se voyant associées par Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi à ce qui prend déjà les allures d'une fête. Chacune a soif d'apporter sa contribution pour que l'accueil du président de la République soit une réussite totale. La délégation des conseillers municipaux est intéressée à mettre la main à la pâte. Répondant à l'appel de Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, ces élus des communes de Kolwezi veulent à leur tour remercier de vive voix le président de la République, accompagné de leur base populaire. Les ressortissants des formations politiques de l'Union sacrée de la Nation, représentation du Lualaba, ont brûlé d'envie de faire une démonstration de force en rassurant l'autorité provinciale d'une forte mobilisation de leurs militants pour l'événement arrivé de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Lualaba.
La famille communicationnelle du gouvernorat du Lualaba, quant à elle, était également face à la chef de l'exécutif provincial, avec à sa tête Josué Muyumba Nyange, conseiller en communication de la gouverneure. Les journalistes attachés de presse, preneurs des vues, designers et monteurs ont reçu des instructions claires pour la mobilisation inédite de l'opinion provinciale et nationale sur l'arrivée du garant de la nation en prélude de la 12e conférence des gouverneurs. Je l'ai également dans ce sommaire de ces journaux, des nouvelles preuves accablantes qui témoignent de l'agression barbare du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans les zones passées sous le contrôle viennent d'être révélés dans son enquête publiée le mardi 27 mai 2025. Amnesty International dénonce les assassinats, les tortures, les détentions arbitraires de civils ainsi que l'imposition démesurée des frais et des rançons conditionnant leur libération allant jusqu'à près de 2300 $ américains. Igor Biwaka nous relate le fait. RDC, le M23 tue, torture et retient des civils en otage dans des centres de détention. C'est ce titre qui a largement fait écho dans l'espace médiatique congolais. Des détentions arbitraires, des exécutions sommaires ainsi que des versements colossaux des rançons. L'Amnesty International a concocté toutes ces nouvelles preuves de l'agression barbare du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans des zones passées sous leur occupation dans la partie orientale de la RDC. Au travers des témoignages poignants contenus dans cette nouvelle enquête et quelques images satellitaires des sites de détention, toutes les atrocités sont noir sur blanc ici détaillées. En outre, Amnesty International accuse ces rebelles du M23 de torturer les patients et des soignants enlevés dans des hôpitaux fin février et début mars 2025. Des disparitions forcées de manière récurrente sont également à signaler dans la ville de Bukavu et Goma, où ces rebelles récusent toute responsabilité. Dans ces mêmes rapports, l'organisation non gouvernementale de protection des droits de l'homme condamne la pratique de versement des rançons exigées par le rebelle aux détenus séquestrés arbitrairement, des montants variant entre 120 et 2300 $ américains. Au vu de tous ces massacres, l'organisation demande au M23 de libérer immédiatement tous les civils et de mettre un terme à ces pratiques illégales et cruelles. Et pour terminer, la société Kimia Mining est dans les collimateurs de la société civile congolaise. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la province de l'Ituri, cette entreprise minière est accusée de bafouer les dispositions du code minier en exerçant ses activités à Angewa dans les territoires des Mambasa sans respecter les droits des populations locales. Selon la société civile, Kimia Mining aurait détruit plusieurs cultures vivrières, notamment de plantations de bananes, le riz, des cacao, sans procéder à aucune indemnisation des exploitants agricoles concernés. Les détails avec Fulgence Milaï. Pour la société civile de cette province de la partie orientale de la RDC, la société minière Kimia passe à l'arbitraire. Elle refuse tout règlement à l'amiable avec les agriculteurs qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Et celle-ci rappelle que les codes miniers congolais imposent aux entreprises minières l'obligation d'indemniser équitablement les propriétaires fonciers affectés par leurs activités, en mettant en avant les termes de ces codes qui stipulent que lorsqu'un concessionnaire minier détient un titre dans une zone où des droits fonciers sont exercés, il est tenu de négocier une indemnisation préalable. Ça ne respecte pas les codes miniers. Si vous regardez partout où il y a les sociétés minières au Congo, aucun respect des procédures. La loi prévaut, le code minier prévaut qu'avant toute exploitation, il doit y avoir la consultation de la communauté locale qui sera affectée par ces projets. Quelle est la société ici au Congo, minière qu'on connaît, qui a déjà fait cette consultation, qui a déjà respecté les normes de délocalisation, d'installation et de réinstallation? Absolument pas. Je parle de cette société qui s'appelle Kimia Mining, qui est à Mambasa. Or, la loi prévaut ceci, le code minier prévaut ceci à l'article 285 que toute entreprise est obligée d'allouer 0,3% de leur chiffre d'affaires au projet de la communauté. Donc, ce qui veut dire que la société Kimia devrait amener 0,3% de leur chiffre d'affaires pour ouvrir les routes à Mambasa, pour construire les écoles à Mambasa, pour construire les hôpitaux à Mambasa. Cette société a déjà fait quoi à Mambasa? Toute cette histoire-là, ça se résume puisque au préalable, la société n'a même pas l'étude d'impact environnemental qui est à l'article 82.
Kimia Mining n'a jusqu'à présent pas réagi publiquement à ces accusations. La société civile appelle l'État congolais à intervenir rapidement pour mettre fin aux abus répétés des entreprises minières dans la région, régulièrement accusées d'agir en toute impunité. Prenons à présent la revue de presse des journaux parus ce mercredi dans la ville de Kinshasa. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La Chambre haute du Parlement a adopté 2 projets de loi. Le premier vise à ratifier les principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts, tandis que le second porte sur la ratification de la Convention relative à l'enseignement technique et professionnel. Ces 2 textes permettront de structurer les secteurs culturels et artistiques, ainsi que d'adapter la formation professionnelle aux exigences du marché de l'emploi. Au cours d'une conférence de presse organisée par le ministère de la Communication, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, est revenu sur la nécessité d'utiliser les secteurs agricoles comme une alternative probante pour la diversification de l'économie nationale, ce à la suite de limites du secteur minier. Dans son enquête publiée le mardi 27 mai, Amnesty International dénonce les assassinats, les tortures, les détentions arbitraires de civils ainsi que l'imposition démesurée des frais de rançon conditionnant leur libération allant jusqu'à près de 2300 $ américains. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.